épisode numéro 61.5. Et la raison pourquoi c'est l'émission 61.5, c'est que on est en train de se pratiquer présentement, moi et Sylvain. En fait, c'est une émission pour les membres Patreon. Hein? Oui. Parce que notre sœur Claudia, présentement, elle est en mission humanitaire, qu'on pourrait dire, avec le bébé. Donc, il y a quand même certains dossiers à régler avant de pouvoir faire l'émission 61. Donc là, on a décidé de prendre les micros, hein, Sylvain, et de jaser, en fait, de faire une émission, on pourrait dire spéciale pour nos membres Patreon. Ben oui. Donc, écoute, c'est un sujet ouvert, Sylvain. Tu vois, la soirée est bonne, comme on peut le voir ici. Je prends mon restant de Porto qui me restait, donc, de notre dernière rencontre. Donc, la vie est belle. Toi, de ton côté, comment on pourrait commencer ça, cette belle petite émission-là? Vraiment à la bonne franquette, là, on va dire, on n'est pas préparé, mais c'est vrai, on n'est pas préparé pour ça. Mais c'est pas grave. L'émission aujourd'hui va être sur... écoute, Sylvain, à date, là, ton expérience maçonnique. Bon, c'est sûr qu'on a déjà une émission qui parle de l'expérience maçonnique en général, mais, tu sais, le processus toi et moi, on vit présentement est quand même assez particulier. Je dirais que notre processus, on pourrait dire, qui est un peu accéléré. Puis la raison pourquoi je te dis ça, c'est que si on compare... un processus normal de maçonnerie, disons, française, ben on va avoir, comme tout le monde, on va avoir un an apprenti, un an compagnon, un an maître, mais notre communauté, nous, maçonnique, est tellement petite, ça fait en sorte qu'une fois rendu maître, ben on travaille immédiatement. Donc, on va participer dans des communautés, on va prendre des postes et tout ça. Et bon, toi et moi, ça fait quand même assez longtemps qu'on fait de la maçonnerie, mais quand même, avec le nombre d'années qu'on a comparativement à certaines autres personnes que je peux connaître qui sont en France, ben avec le même nombre d'années qu'on a de maçonnerie, ben eux vont faire beaucoup plus de choses côté loge, tandis que toi puis moi, on se concentre beaucoup plus extra loge, on va plus à l'extérieur et tout ça. Donc toi, ton processus en tant que franc-maçon, si on fait la rétrospective, je pense que ça fait quand même plus que 15 ans que tu fais de la maçonnerie. Toi, ta rétrospective de ta maçonnerie, comment tu vis ça présentement? Où est-ce que tu es rendu, en fait, dans ta maçonnerie? Et moi, j'ai curieusement, je te dirais, depuis quelque temps, là, j'ai fait une genre de synthèse de tout mon processus maçonnique. OK. Et j'ai pu remarquer qu'il y a vraiment... je vais vivre dans ma vie, au moment où j'ai passé certains grades, je vais intégrer dans ma vie profane des situations qui sont carrément en corrélation avec ce que je vis ou l'initiation initiatique comme telle. Okay. Alors, j'en suis venu vraiment à la conclusion que, en tout cas pour moi, là, et là c'est mon partage à moi, mais qu'il existe vraiment... ce qu'on pourrait appeler le grand architecte de l'univers sous différentes désignations, mais il existe vraiment une force universelle à laquelle, lorsqu'on fait appel, qu'elle va se manifester. Et elle va se manifester à travers la synchronicité entre les personnes élues et les événements. Alors, j'ai pu vraiment le constater, puis même nous, ensemble, on a vécu des expériences comme ça, où on s'est retrouvés dans des situations presque de désespoir, puis qu'on a prié ensemble, qu'on a dit « faites quelque chose », et le miracle s'est produit. Et là, je sais à quoi tu sais à quoi je fais référence. Et c'est arrivé plus d'une fois, des situations qui étaient impossibles, voire insurmontables. Et pourtant, la synchronicité a fait son œuvre. Et moi, c'est ce qui me fascine dans le processus maçonnique, c'est que si on s'arrête vraiment à être présent puis à observer avec le silence de l'apprenti et le sens de l'observation de ce dernier, bien, on peut vraiment voir des miracles se passer dans nos vies. Et j'attache à ça aussi le pouvoir de la parole. Okay. Tu sais, j'ai tombé sur un livre là, il y a environ 2 ans qui a profondément changé... En fait, qui est venu enrichir tout ce que j'ai appris sur la maçonnerie. Et c'est même pas un livre maçonnique, mais tout ce qui est dit là-dedans pourrait carrément s'appliquer en franc-maçonnerie. Et c'est le livre « Le fruit de l'arbre de vie » de Michael Ivanov. OK.
Dans ça, il va parler principalement de l'arbre kabbalistique, des 2 arbres. Il va parler aussi de l'Évangile de Saint Jean, du prologue de Saint Jean, du pouvoir de la parole. Okay. Et c'est très significatif parce qu'on se rend compte qu'avec la parole, on a vraiment un pouvoir de créer. Donc, moi, si je fais la synthèse de tout mon processus maçonnique, donc à chacun des grades que j'ai pu passer, j'ai vraiment expérimenté quelque chose dans ma vie profane qui était en corrélation avec cette initiation-là. Et ça m'a permis aussi de prendre conscience de certains problèmes que j'avais, certaines pierres dans ma vie que j'avais à travailler. Et curieusement, depuis un certain temps, je me réveille le matin avec des réponses. Donc, peu de temps avant mon réveil, là, j'entends comme... je rêve que quelqu'un me parle, puis que là, on m'explique quelque chose. Et là, je me réveille, puis « Ah, mon Dieu, j'ai trouvé la réponse. » Et là, je suis tout excité, je raconte ça à Claudia. Et là, elle me dit « Ah ben oui, ça a plein de sens. » Et là, on échange sur le sujet. Il faut dire aussi qu'avoir une vie de couple en maçonnique, c'est drôlement enrichissant aussi, parce que... T'es quand même privilégié là-dedans, là. Tu sais, le fait de pouvoir... partager autant avec ta conjointe de ton processus maçonnique, c'est pas tout le monde qui a ce privilège-là aussi là, de pouvoir faire ça. Je dois dire que on avance à la vitesse grand V en pouvant travailler ensemble comme ça parce qu'on s'apporte beaucoup l'un et l'autre du soutien, puis c'est vraiment fantastique. En tout cas, moi, je peux dire que le processus de maçonnerie dans ma vie m'a vraiment transformé, a vraiment fait de moi un homme très différent, version améliorée, avec vraiment un code d'honneur, une éthique irréprochable. J'ai appris beaucoup, beaucoup. Moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, c'est l'arrivée de la maçonnerie. Un moment donné, tu me dis qu'il y a eu une situation qui t'est arrivée dans une des loges où que vous avez parlé de l'importance de la symbolique, parce qu'on dit qu'en maçonnerie, tout est symbole. Mm-hmm. Puis que tu avais aussi l'impression que certaines loges avaient comme perdu cette essence-là, tu sais, qu'on se concentrait trop ou vraiment beaucoup plus sur un aspect peut-être philosophique, sociétal, sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quand que en réalité, quand on parle surtout du rite écossais ancien accepté, on parle de la symbolique. Tu sais, on le dit ici, tout est symbole. Puis tu avais cette impression-là. Puis là, de la manière que moi je t'entends parler, c'est que justement la maçonnerie t'a fait changer à cause des symboles. Parce que ces symboles-là t'ont fait intérioriser, ils t'ont apporté un processus qui t'ont permis d'avoir d'autres découvertes, de travailler sur toi-même, puis justement de devenir une meilleure personne. Donc, toi, justement, cette symbolique-là, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté, tu sais, tout ça, là, parce que j'ai entendu certaines choses, mais j'aimerais ça l'entendre de ta propre voix, tu sais, genre pour toi, la symbolique, tu sais, c'est quelle importance elle a dans ta vie, en fait? Mais d'une part, dans mon travail profane, tu sais que je travaille dans le domaine de la prévention de la fraude. Ouais. Et en matière d'enquête, ce qu'on apprend toujours, c'est de retourner à l'origine des choses pour aller fouiller là, exactement, comprendre le mobile, le pourquoi, et ainsi de suite. Et c'est un petit peu pareil. Quand on regarde les rituels aujourd'hui, on sait qu'à travers le temps, ils ont été modifiés, ajustés, dénaturés. Mais à travers les rituels, il y a un secret qui est caché là-dedans. Il y a un message et il y a peu de maçons, je pense, qui réussissent à le trouver. Et de ce qu'on en comprend, une fois qu'on l'a trouvé, mais on ne peut pas le dire. Il faut laisser les gens le trouver d'eux-mêmes. Puis ensuite, on peut partager puis échanger là-dessus. Donc, vraiment retourner à l'origine des choses. Pourquoi ce rituel-là a été écrit comme ça, le contexte historique. Et voir aussi, par exemple, le RE2A est teinté de christianisme, de gnostique, de trucs égyptiens, d'Hermès Trismégiste, d'alchimie. Donc, c'est vraiment un rite qui est très, très riche et explicite. Mais comme je dis, à travers le temps, les rituels ont été modifiés. Donc, si on retourne aux rituels d'origine et on va lire, et là, on est capable de faire des liens avec un paquet de choses. C'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme une chasse au trésor qui finit plus de finir, où on trouve un autre trésor, et c'est ça, la maçonnerie. Puis, est-ce que tu as l'impression, des fois, qu'on perd cette essence-là dans les loges? Bien, je pense que à travers le temps, pour
avoir fréquenté d'autres rites aussi, d'autres loges, je pense qu'à un certain moment, l'esprit pour lequel ça a été créé a été transgressé. Ça a été perdu. Et là, maintenant, c'est devenu, je dirais, dans certains cas, une organisation profane qui s'administre avec des rituels maçonniques. Pour la plupart, souvent, c'est devenu comme ça. Et ils ont perdu le sens d'origine. Et là, quand tu regardes dans leur initiation, ils font des trucs. Et là, tu les regardes, tu dis, wow, ouais, c'est vraiment fantastique. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est spécial. Mais je trouve que dans la maçonnerie, en voulant introduire la laïcité ou même de non-genrer ou de tout changer ça, c'est une erreur. Puis, il ne faut pas apporter de jugement non plus. On sait que le contexte historique à l'époque, lorsque la R2A a été créée, c'était essentiellement des hommes. Et c'était sûrement pas juste parce qu'ils ne voulaient pas avoir les femmes. Là, c'était juste une question aussi d'époque qui était comme ça. C'était le contexte. Donc, il faut retourner à l'origine, puis aller voir, comprendre le contexte historique avec un pas de recul, comprendre ce qui s'est passé dans ce temps-là, puis c'était quoi le message qui voulait être passé. Oui. Bien, tu sais, le fait de penser que c'est une question d'époque, effectivement, le problème que moi je vois là-dedans, c'est que il y en a beaucoup qui veulent rester sur les racines d'origine. Je prends un exemple très simple. La maçonnerie de base masculine, qu'on dit régulière, mais pour eux, c'est inconcevable d'avoir des femmes en loge. Pourtant, il y a quand même une petite évolution, parce qu'ils ont accepté les femmes, ils ont créé certains ordres de maçonnerie qui sont exclusivement féminins, mais il y a quand même certaines choses, même dans leur rituel de base, qui restent intouchables, qu'on ne peut pas changer quoi qu'il arrive. Mais d'un autre côté, tu as aussi des groupes qui ont décidé de vouloir faire ça évoluer, puis de faire ça adapter. On va le voir même dans les rituels. Si je donne un exemple, genre, que ce que j'ai pu voir dans le temps, dans certains hauts grades, avec le Grand Orient de France, la Grande Loge de France et tout ça, on a pu voir avec le temps que dans certains symboles, ils ont même changé certains symboles spécifiques pour donner une autre définition, parce que justement, on a évolué avec le temps. Donc, ça, parce que la société elle a changé, les valeurs ont changé aussi. Donc, pour eux, c'était important aussi que certains symboles changent. Mais là, fait que pour moi, cette partie-là, je suis quand même d'accord là-dessus, de dire, OK, bon, peut-être dans certains temps, il y avait un symbole peut-être qui regardait de la musique, puis là, on a voulu changer la musique pour mettre un autre symbole, parce que dans la société où on était aujourd'hui, la musique n'était plus nécessairement... Elle est toujours importante, mais peut-être pas dans ce contexte-là, donc on l'a évolué, fait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Moi, mon problème que j'ai, c'est que justement, c'est de dire, on va lire quelque chose sans le comprendre, puis que finalement, on va faire quelque chose sans le comprendre, mais on va faire d'autres choses. On va faire d'autres choses sans respecter qu'est-ce que finalement on a fait. Là, je m'explique un peu mal, là, mais est-ce que j'essaie de faire attention un peu à ce que je dis? Là, peut-être que j'en dis trop, peut-être, là, dans ça, mais pour moi, c'est que oui, je pense que la tradition, elle est extrêmement importante. Je crois qu'il y a place à certaines évolutions, mais le moment que on fait quelque chose en inconscience, puis que là, finalement, on décide d'aller dans une autre direction quand que l'essence elle-même est supposée on est supposé quand même comprendre une base à cette essence-là. Pour moi, je pense que c'est là que le problème est, Donc, si je peux imager ce que tu dis, là, puis ce que je disais tantôt, c'est que supposons qu'on prend une carte au trésor. Ouais. La carte date de 1810, puis elle donne le chemin comment trouver un trésor. Et là, nous, on prend la carte aujourd'hui, on dit il y a une autoroute qui passe là. Fait qu'on dessine une autoroute sur la carte. Il y a un centre d'achat là. Il y a un édifice là. Il y a ça là. Il y a ça là. Puis là, on rajoute plein d'affaires sur la carte. Ouais. Et à un certain moment, on ne voit plus le chemin du trésor. Puis le trésor, il est plus là. C'est ça. Parce qu'il y a un paquet de choses qui ont été rajoutées par-dessus. Ouais. Ou sinon, on va découper cette partie-là de la carte. On va découper celle-là, puis on va enlever ça.
Donc, finalement, l'essence première, le message premier, il s'est perdu à travers le temps, comme la parole perdue, qu'on pourrait dire. Hein. T'as ça, mais t'as aussi quelque chose, pour moi, qui est encore plus pire, c'est que t'as ta carte de trésor, le chemin est là, tout ça, mais la carte de trésor est juste là. Je ferai rien avec la carte de trésor. Ah oui, ça oui, on voit ça. Pour moi, le vrai problème, c'est ça, c'est que tu as une carte au trésor, puis tu fais rien avec. Parce que tu vas faire d'autres choses. Tu sais, il y a quelques années, j'ai suivi les enseignements d'une grand-mère des Premières Nations, là, ici au Canada, une grand-mère Mohawk, et j'ai pu faire la corrélation vraiment entre les enseignements des Premières Nations puis les enseignements maçonniques. Il y a beaucoup de choses qui sont interreliées, comme par exemple, si tu vas dans un sweat lodge, au milieu, il y a des pierres, des grands-pères, des grands-mères, c'est comme ça qu'on les appelle. Chez nous, c'est le pavé mosaïque. Ils ont aussi une porte à l'Occident. Le Véné est assis à l'Orient, mais eux, le chaman ou la personne qui conduit le sweat lodge est assis à l'Est. Il y a les 4 directions, il y a les 4 éléments. Il y a toutes les mêmes choses qu'on retrouve là, dans une loge maçonnique, mais dans une tente de sudation. Puis, au niveau de l'enseignement aussi, c'est vraiment d'atteindre le niveau d'humilité, de service, de s'élever vers les vertus plutôt que vers le vice. Et quand on va dans les sweat lodges, c'est pour se purifier, hein, c'est pour se départir de tout ce qui est plus nécessaire, de tout ce qui est lourd. C'est la même chose quand on vient en loge, hein, c'est pour se départir de nos métaux puis tailler notre pierre. Donc, ça se rejoint, puis on peut voir qu'à la source, on pourrait dire presque que ça vient il y a une source commune. Pourtant, entre les Premières Nations et les francs-maçons, il y a tout un écart, là, mais en fait, ça se rejoint. Et la sagesse est la même. Et même si on irait, là, toi puis moi, en Afrique, puis on irait dans une tribu d'aborigènes, là, ben, il y a des bonnes chances qu'on retrouverait les mêmes coutumes et mêmes pratiques qui seraient encore en lien avec la franc-maçonnerie. Donc, la sagesse, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Et justement, ces tribus-là, souvent, bien, parce qu'ils ont été blanchis par les Blancs, bien, ils ont perdu ces traditions-là. C'est le cas ici des peuples des Premières Nations. Ils recherchent aujourd'hui à retrouver cet enseignement-là qu'ils avaient perdu. Donc, il en reste quelque peu des traditionnalistes au Canada. Moi, j'ai eu la chance d'en connaître une, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, cet enseignement-là des Premières Nations, moi, ça m'a beaucoup aidé à mieux assimiler tout ce qu'on pouvait apprendre en franc-maçonnerie. Donc, puis aussi, de leur côté, ils sont guidés par le grand esprit et les esprits de la nature. Moi, j'ai eu l'occasion de voir grand-mère, je ne dirais pas son nom, là, mais en plein milieu d'une forêt, là, jouer du tambour et voir tous les papillons arriver vers elle, voir les animaux se manifester, les arbres se mettre à bouger. C'était magique. Là. C'est là que tu peux voir que quand la personne est vraiment dans son cœur, puis que elle rentre en communion avec la nature. Et la nature répond. À travers la synchronicité. Nous, on dirait, mais là, les arbres bougent tout seuls, ils se mettent à vanter. Il y a un orignal qui apparaît là. Il y a un chevreuil qui est là. Les papillons qui arrivent dessus, ça doit être un hasard. Mais c'est vraiment magique là, quand tu vois ça. Donc c'est ça. Moi, la franc-maçonnerie, quand tu me demandais mon processus tantôt, bien, c'est vraiment à travers la synchronicité que j'ai vu que l'univers me répondait puis m'amenait à vivre des expériences qui m'ont amené à me transformer. Voilà. C'est parfait, ça. C'est génial, ça. Écoute, Sylvain, on est déjà rendu à 20 minutes pour cette émission-là. Parce que là, on pourrait quand même continuer pour 1 heure, mais là, on va se préparer quand même pour la vraie émission 61, qui est à propos de l'éthique en franc-maçonnerie. Donc, on va se prendre quelques minutes pour bien se replacer et tout ça. Je vais regarder pour être certain que la qualité audio était quand même très bien. Et un grand merci, encore une fois, Sylvain, d'avoir fait cette émission exclusif pour les membres Patreon. Donc, elle ne sera pas disponible pour les gens qui sont pas abonnés. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tout le monde qui contribue à tous les mois à nos émissions. Merci à nos membres, à nos Pierre Brut, à
à nos étoiles flamboyantes, à nos auditeurs flamboyants, à nos maîtres podcasteurs et aux très illustres patrons. Donc, un grand merci à vous tous d'être là. On a quand même des nouveaux membres Patreon ce mois-ci. Si je me souviens bien, on a Brigitte qui s'est rajoutée. Et je me souviens plus de l'autre personne. Je pense que c'est Momo ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des nouvelles personnes qui sont rajoutées ce mois-ci. Donc, un grand merci de nous écouter. Nous, ça nous apporte toujours du bonheur de vous avoir permis de contribuer aussi, parce qu'on a quand même notre forum. Il ne faut pas oublier. Vous avez votre propre forum. Donc, c'est le forum Sous le bandeau membre Patreon. Donc, bon, c'est sûr que là, on poste à chaque fois nos émissions, mais aussi notre frère Franck Fouqueré qui n'arrête pas d'envoyer des articles de son site web 450FM. Donc, c'est quand même assez actif. Donc, si vous voulez avoir des informations sur ce qui se passe sur la plateforme maçonnique, mais vous pourrez voir ça sur votre page, en fait, Facebook. Donc, et moi et Sylvain et Claudia, on est aussi sur cette page-là. Donc, si vous voulez nous envoyer des messages, si vous avez des idées pour des sujets ou quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de vous répondre et peut-être même de vous inviter en studio aussi, si ça vous tente. La possibilité est là. Donc, mon nom est Franco et j'ai Sylvain avec moi. Puis on vous dit à l'émission 61 qui était enregistrée. En fait, l'émission 61.5 a été enregistrée avant l'émission 61. Okay. Vous êtes quand même privilégiés. On a fait ça pour vous autres. Merci. Ciao.